Et si vous arrivez tout juste sur TV Vendée, bienvenue à vous sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est déjà le milieu de semaine. Nous sommes le mercredi 8 mars et nous avons une actualité bien chargée avec notamment un gros dossier voile. Vous allez voir ça dans un instant. Et une actualité sociale, évidemment, aussi, puisqu'on va faire un retour en images sur les différentes mobilisations contre la réforme des retraites. Hier, en Vendée, 4 cortèges organisés dans 4 villes du département et un appel largement suivi pour cette 6e journée de grève. Quasiment 13 000 Vendéens ont défilé hier mardi. Nous allons également à la rencontre d'un artiste ce matin. Il s'appelle Jean-Marie Culage. Il est sculpteur sur métal et il fait partie de ces 24 participants retenus pour l'exposition caritative Artistes pour l'espoir. Exposition qui se tient cette semaine jusqu'à dimanche inclus sur la commune de Mouilleron-le-Captif. Il nous fera découvrir, Jean-Marie, l'univers très végétal de son atelier en plein air. Un gros dossier voile aussi ce matin, je vous le disais il y a quelques instants. Nous parlons du Vendée Globe notamment, qui envisage bien finalement de modifier son règlement pour prendre en compte les grossesses des navigatrices qui souhaitent participer, mais ça ne va pas se faire avant l'édition de 2028. Nous parlerons également du Vendéen Benjamin Dutreux, qui est en pleine réparation en Afrique du Sud. Coup d'arrêt momentané dans sa participation à The Ocean Race. Côté chronique, nous aurons du cinéma avec le coup de cœur d'Olivier pour Divertimento, 2 sœurs passionnées de musique symphonique et classique qui ambitionnent de la rendre accessible à tous. Et puisqu'on parle de musique, c'est l'occasion de vous rappeler que notre partenaire de la semaine dans le jeu de la matinale, c'est le festival acoustique du côté du Poiré-sur-Vie. Si vous voulez gagner des places pour le concert de Stéphane Echer, soyez là dans une petite vingtaine de minutes. Avant tout cela, la météo. Avec la pluie qui fait son retour aujourd'hui en Vendée, enfin peut-on dire, puisque c'est une journée humide qui va permettre de regonfler certains cours d'eau qui sont bien bas en ce moment déjà. Un vent de sud-ouest aussi qui souffle entre 40 et 50 km/h. Une matinée grise, pluvieuse donc avec des températures qui seront plus douces que celles d'hier. C'est ce que nous verrons en détail après le journal. Cet après-midi, c'est le même programme. On va garder les imperméables et les parapluies à portée de main. Des pluies qui seront nombreuses en début d'après-midi, puis qui devrait s'espacer au fil des heures. Le vent reste soutenu autour de 60 km/h cet après-midi et des températures de 13 à 14 degrés en Vendée. Ce n'est pas forcément un temps pour aller vous balader sur le littoral, encore moins sur la plage. On regarde malgré tout les marées du jour avec une mer qui est à son point le plus bas en fin de matinée autour de 11h30 et une prochaine marée haute qui, elle, est prévue en fin d'après-midi quasiment à 17h30. La carte des marchés à présent avec nos rendez-vous du mercredi qui s'affiche. On peut parler de La Roche-sur-Yon, de Mouilleron-Saint-Germain, de Luçon ou encore de Paluot le mercredi pour aller à la rencontre des producteurs locaux. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos mairies pour voir si vous êtes concernés. Ce 8 mars est marqué, vous vous en doutez, et c'est assez difficile de passer à côté aujourd'hui, par la Journée internationale des droits de la femme. Sachez que la toute première Journée nationale de la femme, nous la devons aux Américaines et elle remonte à 1909. Pour l'éphéméride, c'est la fête des Lydie et des Ryan aujourd'hui et le soleil se couchera en Vendée à 19h01. On passe au journal. Un journal que nous allons commencer en revenant sur la journée d'hier, 6e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Si le fond de la protestation était le même que depuis le 19 janvier, date des toutes premières grèves, l'enjeu était cette fois-ci pour les syndicats de redonner du souffle et de l'ampleur au mouvement. En Vendée, c'est a priori chose faite, à commencer ici par La Roche-sur-Yon avec ce cortège hier après-midi. 9500 personnes d'après les forces de l'ordre, soit quasiment autant que fin janvier lors de la mobilisation record. On va retrouver Colline Davy justement dans ce cortège lyonnais aux côtés d'un représentant CGT. Nous sommes à La Roche-sur-Yon pour cette 6e journée de mobilisation où il y a, comme vous le voyez derrière nous, beaucoup de monde. C'était l'objectif, c'est réussi du coup ? Objectif réussi, comme ce qu'on pouvait l'attendre pour la journée du 7 qui était bien annoncée à l'avance. Et avec toutes les manifs précédentes, c'est pas étonnant, la colère monte encore. La colère monte de plus en plus au fil des jours et des semaines. C'était l'objectif de la journée, on l'a dit, comment on fait pour que le mouvement continue, pour que les gens continuent de venir ? C'est toujours pareil, c'est d'être sur le terrain, tracter,
discuter avec les gens, leur expliquer l'histoire de la réforme des retraites, tout ce qu'on perd en fait, tout ce qu'on perd, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour tout le monde du travail en fait. 2 ans de plus et il n'y a pas photo, la colère remonte et en plus avec l'inflation du moment, donc la colère ne fait que grandir. Vous parlez d'inflation, vous parlez des femmes aussi. C'est des combats qu'il faut continuer à mener, même si pour l'instant c'est au Sénat. C'est des combats qu'il faut mener dans la rue aussi pour vous ? Bien sûr, les femmes sont beaucoup discriminées, que ce soit pour le salaire. Aujourd'hui, on voit bien avec la nouvelle réforme des retraites, elles vont prendre un coup encore plus. Donc c'est un combat continuel pour la femme, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça et c'est inadmissible que la femme soit moins payée ou qu'elle touche une petite retraite par rapport à l'homme, quoi. Alors pour aller un peu plus loin, là il y a beaucoup de monde. Est-ce que c'est un mouvement qui est amené encore à durer ou est-ce que vous espérez qu'avec le nombre qu'il y a aujourd'hui, ça suffira ? On sait qu'il y a encore des gens, il y a encore des salariés, même il y a encore des gens qui hésitent encore, qui n'ont jamais encore manifesté. On les invite à venir, bien sûr. On les accompagne et on rentre dans le dur, en fait. Là, on va aller de plus en plus fort et pour faire plier le gouvernement et le faire comprendre que cette réforme-là, personne n'en veut. Donc oui, il faut continuer à durcir. Alors il faut continuer. En tout cas, aujourd'hui, c'est la plus grosse mobilisation ici à La Roche-sur-Yon depuis le début. 3 autres rassemblements étaient prévus un petit peu plus tôt dans le département. Le matin, c'est à Fontenay-le-Comte et à Challans que cela se passait. 2500 personnes en tout, d'après les forces de l'ordre, là encore. 1200 à Fontenay-le-Comte, 1300 à Challans. Une mobilisation bien plus importante que mi-février où 4 et 500 personnes avaient fait le déplacement. Sur la pause méridienne, c'est ensuite sur le boulevard du Vendée-Globe, au Sables-d'Olonne, que les manifestants se sont retrouvés. 5 à 600 personnes sur place, selon les sources. 3000 manifestants, donc, au total, dans ces 3 rassemblements vendéens décentralisés. Et partout la même détermination, toutes générations confondues. Je suis par ma présence dans ce mécontentement qui devient une généralité en France. Je pense qu'il est temps, c'est le jour J, c'est le grand jour pour qu'on puisse vraiment mettre un grand coup à tout ce qui se passe dans notre pays. On est là pour défendre nos droits, défendre ce dont les anciennes générations se sont battues pour. 2 ans de cotisation de plus pour 2 ans de retraite de moins, c'est complètement injuste. Comme on le voit ici, il n'y a pas beaucoup de jeunes et on s'est dit que comme on n'avait pas cours, c'était l'occasion, on est au courant que voilà, ça va avoir des répercussions sur nous aussi et que c'est pas qu'un problème actuel, quoi. Ce qui est embêtant, c'est pour les carrières longues, en fait, les trimestres pour les enfants ne sont pas pris en compte. Et je trouve que c'est pas normal, parce que quand on commence à travailler, on ne sait pas quel va être le cursus dans notre vie, si on va avoir des arrêts ou autres. Donc je trouve ça gênant. Je suis là aujourd'hui pour manifester pour ça. Je trouve que c'est peut-être pas spécialement pour ma génération, mais c'est aussi celle pour nos enfants. Donc je trouve que si aujourd'hui nous ne sommes pas là aujourd'hui pour manifester, il faut penser à tout ce qui est génération d'après. C'est tout à fait normal d'être là aujourd'hui. Moi je suis retraité, mais quand je vois des jeunes qui vont travailler jusqu'à 64 ans, je trouve ça inadmissible. Un jour ça sera peut-être 70 ans, à cette allure-là on va aller loin, le gars il va sortir de l'entreprise, il va aller au cimetière. Mais c'est incroyable. Et notez que des perturbations persistent ce mercredi, notamment à la SNCF. Un rassemblement est prévu à La Roche-sur-Yon, dans le jardin François Mitterrand, en fin d'après-midi. Il sera suivi d'une marche au flambeau à 18h30 pour dénoncer les inégalités salariales entre femmes et hommes. Dans le reste de l'actualité, nous allons ouvrir maintenant une large page consacrée à la voile. Et nous allons commencer avec cette information glissée discrètement, mais qui n'est pas passée inaperçue. Vous vous souvenez peut-être de l'annonce faite par la navigatrice Clarisse Kremer il y a quelques semaines. Clarisse qui révélait que son sponsor avait décidé de se séparer d'elle pour le prochain Vendée Globe car elle avait peu de chances de boucler le nombre de milles nécessaires à sa qualification du fait de sa maternité. En face, ce sponsor, Banque Populaire en l'occurrence, expliquait qu'il n'y pouvait pas grand-chose, que c'était le nouveau règlement du Vendée Globe qui imposait en quelque sorte cette décision, la qualification automatique des finishers de la précédente édition ayant été supprimée. Eh bien, il a été annoncé
ce lundi la création d'un comité pour une meilleure intégration de la maternité et de la parentalité pour le Vendée Globe. Un changement de règlement qui interviendrait à partir de 2028, donc pas pour l'édition en cours, mais bien pour la prochaine. Ce comité fera des propositions pour sécuriser tous les acteurs, dont les sponsors. C'est ce que précise sur Twitter Alain Leboeuf, le président du conseil départemental de la Vendée. De la voile toujours avec Benjamin Dutreux cette fois-ci, qui abandonne officiellement la 3e étape de The Ocean Race. Le Sablais participe avec son équipe à cette course contre la montre opposant les meilleurs régatiers du monde. L'équipage de Guyot Environnement a fait un bilan des avaries subies par l'IMOCA ces derniers jours. La coque très endommagée nécessite une dizaine de jours de réparation. Décision a donc été prise d'ajourner momentanément la participation à la course. Écoutez. Il y a quand même une grande surface à réparer et ils vont devoir suivre les plans des ingénieurs. Donc on va avoir des spécialistes en composite. Et d'ailleurs, merci à Holcim qui nous met à dispo un de leurs gars qui va pouvoir bosser avec nous sur le bateau. Et aussi on a pu leur récupérer de la mousse, du carbone, ce qui nous permet d'avoir tout le matériel pour pouvoir faire les réparations assez vite. Et ouais, c'est chouette de voir cette entraide entre les teams, entre les équipes sur The Ocean Race. Et le convoyage de l'IMOCA est ensuite prévu autour du 16-17 mars prochain entre l'Afrique du Sud et le Brésil, pays de départ de la prochaine étape de The Ocean Race. Denis Van Venberg, lui, en est aux présentations. Une semaine après l'avoir révélé sur ses terres natales, le Belge installé au Sable d'Olonne a présenté cette semaine son sponsor, celui qui va l'accompagner pour le Vendée Globe 2024 justement. D'Ieteren Group est une société d'investissement, un gros sponsor qui pourrait faire de Van Venberg le premier Belge à boucler un Vendée. En attendant le départ du 10 novembre 2024, place à la définition de quelques objectifs. Bien, le programme il est simple, on va tout faire parce que déjà on a envie. Il y a des courses qu'on n'a pas faites. Avant parce qu'on avait des problèmes de budget et qu'on devait faire des choix. Maintenant, on peut aller faire toutes les courses, donc on est vraiment super content de faire tout le programme. Et en même temps, ça fait vraiment partie aussi d'un processus de compétences, d'acquisition de compétences, d'entraînement, d'apprentissage pour nous. Et donc c'est important de jalonner ça tout au long de ces 2 ans jusqu'au départ du Vendée Globe et l'arrivée du Vendée Globe. Il y aura 2 fois le trophée Azimut, il y aura la Transat Jacques Vabre, le retour, il y aura les 2 Transats en 2024, plus de courses annexes comme la Fastnet. Donc voilà, on fait vraiment tout le programme. De la culture à présent, avec une visite d'atelier, celui de Jean-Marie Culage, qui a la particularité d'avoir eu plusieurs vies. D'abord paysagiste de formation en tout cas, Jean-Marie a beaucoup voyagé, des voyages qu'il a ensuite gardés en mémoire pour y puiser son inspiration de sculpteur, des œuvres faites de métal qui sont notamment à découvrir cette semaine à Mouilleron-le-Captif dans le cadre de l'exposition caritative Artistes pour l'Espoir. Grégoire de Châtillon. Une jungle où se cachent des créatures fantastiques, un voyage aux allures tropicales entre végétal et métal, de la ferraille qui devient tribale. Jean-Marie Culage, c'est son nom, récupère de la ferraille pour en faire des sculptures. Ici, un enfant tribal d'Amazonie en création, naviguant sur sa pirogue. C'est plutôt tribal, c'est un peu la nature, c'est le côté sauvage aussi. Des rencontres en fait, que j'ai faites. Des voyages, des rencontres comme inspiration, avec bien souvent comme destination le Kenya et la Tanzanie, à la découverte du peuple Maasai. Donc là, on a une femme Maasai avec une poitrine généreuse et finalement qui porte sur sa tête un panier rempli de victuailles. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ces pays. Un dépaysement total dans cette oasis située à Aisnay, grâce à cette alliance entre le végétal et le métal. Mes sculptures sont forcément avec un lien botanique autour. J'ai nommé mon concept en fait du végétal au métal, c'est-à-dire que le végétal et le métal, pour moi il y a une symbiose. Le métal seul, c'est un peu dur, mais si on le mélange avec de la verdure, il y a une espèce de symbiose et ça adoucit un petit peu l'ensemble. Et je pense que ce que je crée, c'est côté nature, en ferraille, se mélange très bien dans la nature. Les sculptures ethniques de Jean-Marie Culage sont visibles dans le cadre de l'exposition Artistes pour l'Espoir à Mouilleron-le-Captif jusqu'au dimanche 12 mars.
Et nous allons terminer avec le printemps du livre de Montaigu, printemps qui se dévoile. Le programme de la 33e édition a été présenté en début de semaine, une édition présidée par l'écrivain et journaliste Étienne de Montetti. Au programme de 2023, 200 auteurs invités, des conférences, le musicien Oxmo Puccino qui va nous lire du Proust lors de la soirée d'ouverture et toute une ville qui se met à la page. Pour que cette rencontre soit de qualité, il faut qu'il y ait une forme de simplicité dans la rencontre. La simplicité, c'est le fait que l'écrivain il est abordable, et puis pour l'écrivain, c'est le fait que les gens aussi, ils osent venir voir la bête curieuse qu'est l'écrivain. Alors ils vont les rencontrer dans un cadre un peu renouvelé, donc on fait pour la 2e année ce qu'on a fait l'année dernière, c'est-à-dire accueillir l'ensemble des visiteurs plutôt dans une logique festival que simplement dans un salon. On a décidé de vivre un peu plus la ville de Montaigu, avec un chapiteau, toujours bien sûr pour que la rencontre soit confortable entre les écrivains et le public, mais aussi qui s'étale un peu dans les rues jusqu'au parc Henri Joyaux, avec d'autres espaces autour de la BD, autour du spectacle vivant. Un événement à retrouver donc les 24, 25 et 26 mars prochains pour ce printemps du livre de Montaigu. On termine avec les températures de ce mercredi matin avant de terminer ce flash. Des températures un petit peu plus élevées qu'hier, notamment grâce à la couche nuageuse annoncée pour ce jour. Entre 5 et 7 degrés au lever dans le Bocage, donc dans une bonne moitié est de la Vendée quand même. 7 aussi à la Tranche-sur-Mer, entre 8 et 9 sur le reste du littoral, nos 2 îles incluses. C'est la fin de ce flash. Je vous propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette matinale, une partie un petit peu plus mag. Nous allons parler pigeons aujourd'hui, musique symphonique et famille de multiples, les parents de jumeaux et plus. Et il n'y a aucun lien entre tous ces sujets, quand même à le rappeler Antoine. On va commencer avec le plus de l'info. Nous allons revenir sur la gestion des pigeons dans les villes. La Vendée n'est pas épargnée par le très grand nombre de pigeons dans les espaces urbains. Plusieurs communes essaient d'en réguler le nombre et ce, de manière différente. Regardez. En Vendée, en fait, on a écrit à 2 mairies, donc La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. Donc nous avons demandé les documents administratifs. La Roche-sur-Yon, en fait, n'utilise aucune méthode. Donc il n'y avait aucun document, c'est ce qu'ils nous ont dit. On considère que c'est positif, c'est-à-dire qu'ils n'organisent pas le fait de les tuer. Et par contre, sur les Sables-d'Olonne, en fait, donc dans les documents qui nous ont été transmis, on a pu constater que c'est une ville qui a des pigeonniers. Et en plus, elle organise des campagnes de capture, donc en plaçant des cages sur les toits d'immeubles. Le but, c'est de les maîtriser à un endroit précis pour leur permettre de se développer de façon sereine et maîtrisée. Le but, c'est donc de baguer la totalité des pigeons qui sont à l'intérieur, tous ceux qui vont naître. En fait, on va stater tout ça de façon à ce que chaque femelle par an ait à minima un petit. Une fois stabilisé, on va accélérer un peu la stérilisation des œufs de façon à avoir une population fixe d'à peu près 150 résidents. Sur les 3 dernières années, on a évité la naissance de 2600 pigeons. Les pigeonniers, c'est très important parce que c'est une méthode qui est pour nous éthique et efficace et qui est assez répandue. Pour que ça réussisse, si je puis dire, il faut que la ville entretienne le pigeonnier. Les Sables-d'Olonne a un pigeonnier et l'entretient, mais malheureusement, elle autorise le prestataire à en profiter pour tuer certains pigeons. Il arrive de temps en temps qu'au sein même du pigeonnier, vous ayez une population qui soit trop importante. Donc il nous arrive de faire une capture à l'intérieur du pigeonnier. Les pigeons sont ramenés chez nous, en Sarthe. Ensuite, ils sont mis en volière et en fait, on les réadapte à la vie au pigeonnier. Au moment où on va poser le pigeonnier à un endroit précis, on a besoin que les pigeons qui vont être mis à l'intérieur, ce qu'on appelle des appelants, soient habitués à vivre au pigeonnier, voire qu'ils aient déjà eu des petits même au sein de ce pigeonnier. Nous, d'après les informations qu'on a, on peut dire que ce sont des animaux qui sont gazés, puisque c'est vraiment la méthode la plus répandue, donc de capturer les pigeons à travers des cages, ensuite de les transporter dans les locaux du prestataire. Ils sont placés dans un caisson à CO2 dans lequel on injecte du CO2. Et ensuite, donc, c'est une mort qui est lente et douloureuse. Il y a évidemment un état de stress intense. L'approche qu'a la PAZ et d'autres associations est super importante. Il y a un moment, par contre, où il faut que tout le monde soit clair aussi. La loi française autorise l'euthanasie des pigeons en France.
sous certaines conditions. C'est pas pour ça qu'il faut le faire. Nous on a l'avantage d'avoir des grandes volières et d'avoir une activité qui nous permet de réadapter les pigeons. Donc l'euthanasie chez nous est quand même assez rare. Et j'espère que ça disparaîtra un jour. Et pour mémoire, nourrir les pigeons est interdit dans beaucoup de communes, et ce pour des questions de santé publique. Nous allons partir au cinéma maintenant. Avec un coup de cœur musical en quelque sorte cette semaine, Olivier nous propose la projection de Divertimento à la Tranche-sur-Mer, un drame sur fond de musique symphonique classique. Quel est votre instrument? L'alto, maître. Mais je veux être chef. Être chef, c'est pas un métier de femme. Fetouma Ezaya Ziwani. C'est très rare d'intégrer Racine en terminale. Quel est votre parcours? Ça existe la musique classique en Seine-Saint-Denis. La fille du 9-3 s'est mise sur son 3-1. Et donc tu te mets sur ton 31 mais t'as même pas de baguette, c'est ça? Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi, il te faut ton orchestre. Il te faut un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante. Un orchestre symphonique? Mais attends, Zalia, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet? C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans. On est en train de créer un orchestre. Il y en a que ça tente. Tu lâches jamais, toi. Voici des musiciens du conservatoire de Stein. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça. Eh oui, en banlieue, on n'a pas de pognon, mais on a de l'imagination. Oh non, ils vont pas te piquer ta flûte. Tu rêves ou quoi? Ils sont jamais sortis de Paris? On n'a pas de place en fait. Monsieur le maire, cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions. Vous voulez changer le monde, en fait. Dirige! Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre? Bon, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place. C'est une force incroyable d'être deux, comme ça. On est ravis d'accueillir ce qui est notre premier orchestre. Il a un nom d'ailleurs, cet orchestre? Divertimento. Et c'est à retrouver donc à la Tranche-sur-Mer, à la fois demain jeudi à 14h30 au cinéma Agnès Varda, mais également samedi et dimanche. Nous, on va s'intéresser au programme de TV Vendée. Avec un extrait de conseil de famille ce matin, Régis Bossard s'adresse cette semaine à tous les parents de familles multiples, parents de jumeaux, parents de triplés ou plus. Sachez qu'une association vendéenne existe pour vous aider. L'association Jumeaux et Plus donc, de Vendée est créée depuis 1984 et affiliée à la Fédération nationale qui a elle-même été créée en 1979 pour venir en aide aux familles donc, de multiples, puisqu'on ne dit pas jumeaux, triplés, tout ça, multiples comme ça c'est englobé, pour justement avoir une entraide psychique, psychologique, matériel et pouvoir discuter et puis partager nos expériences parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi pour élever des jumeaux comme il n'y a pas un mode d'emploi pour élever un enfant unique. Voilà. Alors quels sont les principaux services très concrètement que vous proposez? Alors l'association, déjà c'est une écoute. Parce que quand on nous appelle, c'est souvent des mamans qui viennent d'apprendre qu'elles attendent des jumeaux ou plus. Et c'est un peu panique à bâbord, sauf si c'est programmé où il y a déjà dans les générations des jumeaux, mais ça ne veut pas dire toujours. Et puis de l'écoute, du conseil par ce que nous avons vécu, parce qu'on n'est pas des professionnels, nous ne sommes que des bénévoles. Donc on dit ce que nous avons vécu en fait. Hein. Et puis après, on a un service donc, de mise à disposition de matériel, parce qu'une poussette double, une poussette triple, ça ne vaut pas une bouchée de pain. D'accord. Donc avec d'autres matériels, avec ça on l'explique après aux familles qui viennent nous rencontrer. Ouais.
Et c'est un extrait de Conseil de famille à retrouver en intégralité l'émission au fil de la journée sur l'antenne de TV Vendée ainsi que sur nos différentes plateformes. Sur le peu de temps qu'il nous reste, je vous propose de passer au jeu de la matinale. Et c'est ce que je vous disais au début de la partie. Vous allez pouvoir remporter 2 places pour le concert de Stéphane Echer cette semaine, puisque notre partenaire, c'est le festival acoustique au Poiré-sur-Vie. Alors, si vous avez envie d'aller assister au concert de Stéphane Echer le dimanche 19 mars prochain, il faut me dire quel est le thème central de Mouton Noir, cette pièce jouée la semaine dernière devant des collégiens d'Océan Marais de Mont. L'indice de ce mercredi, eh bien, c'est surtout au collège qu'il est le plus répandu, ce thème. Voilà, avec une pièce de sensibilisation. C'est la fin de cette matinale maintenant. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très bonne journée, pluvieuse, mais c'est bon signe. On se retrouve demain dès 7h en direct pour une nouvelle journée que nous entamerons ensemble sur l'antenne de TV Vendée. Donc très bon mercredi à vous tous et à demain.